domaine des dieux, pays de Liac, mi-Cantlos. Quand Kémia avait demandé si elle resterait dans le pays, Père Frédéric lui avait répondu qu'elle se rendrait, elle et Ié, vers un lieu plus à l'est, appelé le domaine des dieux. Mais, en attendant ce jour, elle dut rester dans l'abbaye où Kémia eut à s'habituer à des conditions de vie qu'elle n'avait encore jamais connues. Si Ié était dispensé de certaines obligations, Kémia était tenue, par le frère Anata surtout, de respecter les offices religieux, même ceux de nuit. Le reste du temps, il la gardait auprès de lui et elle l'aidait dans son travail. Il ne lui accordait qu'1 heure de liberté par jour et plusieurs fois Kémia pensa s'échapper, mais elle n'avait aucune idée sur la manière de rentrer chez elle. Et puis, quelque part, elle était curieuse de savoir ce qui les attendrait une fois qu'elles auraient quitté les moines. Un jour arriva un coursier chargé de les emmener toutes les deux vers ce domaine des dieux dont Père Frédéric lui avait parlé. Après avoir enfilé des tenues de voyage bien chaudes, elles firent leurs adieux au vieil homme qui était désormais aveugle. Montées sur un bel étalon noir nommé Blackwitt, elles quittèrent l'abbaye aux premières lueurs de l'aube, 3 semaines après y être arrivées. Mais aussi belle que fut leur monture, elle semblait dangereuse pour une enfant comme Ié. Kémia avait tenté de convaincre Père Frédéric de la garder, mais il avait refusé. Kémia crut d'abord que c'était à cause des moines. Ils auraient dû s'habituer à côtoyer une enfant qui ne soit pas aveugle, mais certains, lui apprit Père Frédéric, ceux que la cécité n'avait pas encore frappés, prenaient des chemins détournés pour ne pas croiser la fillette. Kémia avait objecté que c'était idiot, mais le père avait un avis différent. Selon lui, ce n'était pas par chance qu'Ié était née voyante. Ce n'était pas non plus par hasard que Kémia l'avait sauvée de la noyade. Pour Père Frédéric, Ié faisait partie d'une prophétie que Kémia venait d'accomplir, et les moines n'ayant pas les moyens de protéger cet enfant, ils devaient la remettre en des mains plus sûres. Ce fut un triste voyage, dans une brume constante, le long de champs abandonnés et de villages détruits, où de pauvres hères se balançaient sur des gibets. Ils durent à maintes reprises se cacher dans les fourrés ou les sous-bois pour échapper à d'étranges dragons qui n'avaient que 2 pattes et qu'un hurlement strident annonçait de loin. Il s'agissait de vivernes selon le coursier, des bestioles à l'odorat déplorable, mais à l'ouïe extrêmement sensible. Il en fallut également se méfier des vouivres, des sortes de serpents à 2 pattes qui jaillissaient parfois sur le bord du chemin avant de se faufiler dans les hautes herbes. Quant à leur compagnon de voyage, le coursier, Kémia ne pouvait rien en dire, si ce n'est qu'il avait des yeux noirs et un teint hâlé. Pour le reste, il était entièrement couvert de vêtements et doté, comme elle put rapidement s'en rendre compte, d'un fort mauvais caractère qui n'incitait pas à la conversation. Heureusement, Ié était bavarde, ce qui rendit le trajet moins monotone. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en vue du domaine des dieux, il parut à Kémia que l'endroit était plus chaleureux, épargné par l'étrange gangrène qui envenimait le pays. Elle découvrit le domaine du haut des collines. Il était composé de 7 manoirs aux allures de petits châteaux forts, répartis entre bosquets et vignes, entourés de quelques fermes, et il était traversé par une rivière ondoyante aux reflets argentés. « Pourquoi appelle-t-on cet endroit le domaine des dieux ?» demanda-t-elle au coursier. « Ils vous l'expliqueront, » répondit-il sèchement. Il les guida vers le moins décrépit des manoirs. Car si la vue était aimable depuis les collines, Kémia découvrit alors qu'il s'avançait que toutes les bâtisses tombaient plus ou moins en ruine. Le coursier les fit entrer dans la cour du châtelet. Balayée par les vents, celle-ci était délimitée par un mur d'enceinte que Kémia, juchée sur son cheval, dépassait d'une tête et qui ne tenait plus debout qu'autour des piliers d'entrée. Pour le reste, les pierres s'étaient écroulées et des rondins de bois colmataient les plus grandes brèches.
La cour était de sable et de poussière. Les communs, dont le toit de chaume avait été éventré, étaient abandonnés, et çà et là traînaient divers objets tels qu'une charrette, des faux et des râteaux, qui semblaient avoir été oubliés. Le seul point de vie était un bouc rachitique qui somnolait sous un appentis. Ayant décelé, Kémia voulut s'occuper de son cheval, mais le coursier l'en empêcha. D'après lui, elle était attendue. Elle s'approcha donc, en boitant un peu, de l'entrée. L'édifice était assez simple de composition. Un cube, au coin hérissé de tours crénelées, toutes sauf une, dont le toit était en pointe et dont la cheminée crachait une épaisse fumée grise. 2 tourelles étroites encadraient l'entrée en forme d'ogive que fermait une épaisse porte de bois à 2 battants. Il y avait plusieurs fenêtres, quelques meurtrières, mais surtout, au-dessus de la porte principale, un vitrail qui formait une rosace à 5 branches. Ce motif avait immédiatement attiré le regard de Kémia et pour cause, c'était le même que celui d'un pendentif conservé dans sa famille que l'on se transmettait de génération en génération. Refoulant ses réflexions, elle se présenta devant la double porte et ses 2 marteaux qui représentaient l'un une tête de loup, l'autre une tête de cheval. « Entrez !» lui cria le coursier qui l'observait de loin. Elle pénétra dans un large couloir sur lequel donnaient des portes et des escaliers montant et descendant. Sur la droite, la porte d'une pièce était ouverte. En provenaient 2 voix masculines. Kémia s'avança pour observer. C'était une sorte de salle à manger où se trouvait une immense table entourée de bancs. Contre le mur qui jouxtait le couloir, il y avait une massive cheminée, et sur la droite au fond de la pièce, sur une estrade en pierre, haute de 3 marches, se dressait un trône de bois. Sur celui-ci était assis un vieil homme à la longue barbe blanche, vêtu d'une bure grisée. Il parlait à un autre homme un peu plus jeune, tout habillé de noir, qui se tenait debout entre le trône et la table, les jambes écartées, ses mains croisées dans le dos. Comme il ne semblait pas y avoir de déférence dans son attitude, Kémia en déduisit que le vieil homme s'était assis sur le trône comme il aurait pu s'asseoir sur un tabouret. En levant les yeux, elle remarquait une galerie en pierre. Enfin, sous l'abri que formait celle-ci se trouvait un écritoire encombré de papier et un siège ramolli. Kémia voulut s'approcher pour mieux voir, mais elle entendit le vieil homme demander « Ablo, qui est là ?» Elle s'avança devant l'âtre. L'homme en noir se retourna en même temps que Kémia s'arrêtait près du feu crépitant. « Qui êtes-vous » reprit le vieillard. « Kémia, » répondit-elle. « Kémia McKinsley. » Dévisagée par les 2 hommes, elle feignit d'ignorer la gêne qu'elle ressentait. « Kémia » répéta l'homme en noir en se rapprochant. L'observant de ses yeux bleus myosotis, il semblait vouloir lire son âme et pénétrer ses moindres pensées. À la fois intimidée et agacée, elle fixa le pendentif qui se balançait au cou de cet homme, un animal en bois sculpté. « Avez-vous fait un bon voyage ?» demanda-t-il. L'ambiance était... Elle s'arrêta. Le coursier venait d'entrer dans la pièce, l'air toujours aussi austère, raide comme un balai. « Relative », acheva-t-elle. L'homme en noir jeta un œil au nouveau venu et esquissa un vague sourire. « Où est l'enfant ?» demanda le vieillard qui s'était levé et avançait plus près. « Dehors », lui apprit le coursier. « Elle s'est endormie dans la paille. »« Vous l'avez sauvée des eaux, alors ?» demanda-t-il à Kémia.